Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on obtient les résultats que Josephson a mis en évidence avec les jonctions dans les supraconducteurs. Donc, on considère une jonction avec une barrière isolante, les fonctions donc ψ1 et ψ2 de chaque côté de la jonction. On considère aussi par simplicité, et c'est presque toujours le cas, qu'on a le même type de supraconducteur des deux côtés et qu'on est proche du zéro absolu. De cette façon, on a une symétrie. Dans ce cas-là, la fonction donc, les équations de Schrödinger prennent simplement la forme IH bar, enfin la variation avec le temps de ψ1 est égal à U1 ψ1 plus K ψ2 et une fonction analogue en inversant, une équation analogue en inversant 1 et 2. Alors, si K était égal à 0, cette équation donnerait simplement une fonction d'onde d'énergie U1, caractéristique du matériau. De même pour U2, pour l'autre équation. K différent de 0 traduit le couplage qu'il peut y avoir à travers la jonction, donc l'amplitude qu'une paire de Cooper passe à travers la jonction par effet tunnel, et c'est un peu comme les systèmes à deux états que nous avions vus. Normalement, puisqu'on a le même matériau, on doit avoir U1 égal à U2, qu'on va choisir habituellement égal à 0, en choisissant le zéro d'énergie, mais ici, faisons plus général et relions les deux extrémités à une pile qui donne une tension, et dans ce cas-là, on doit avoir U1 moins U2 égale 2E fois V, le potentiel de la pile. On a le 2 qui est dû aux paires de Cooper, du fait qu'on a chaque fois des paires de charges. Et on choisit le 0 entre les deux potentiels U1 et U2 pour symétriser. On obtient donc IH bar, variation avec le temps de ψ1, est égal à EV, puisqu'on divise par 2 pour faire le milieu, ψ1 plus K ψ2, et une équation identique pour ψ2, mais avec moins EV ψ2 plus K ψ1, en inversant le 1 et le 2. Pour résoudre ces équations, ça je ne vais pas le faire, c'est un peu lourd, on choisit ici de séparer les fonctions d'onde en leurs modules, ρ1 ou ρ2, et leurs phases θ1 et θ2. Et on obtient des équations qui ont une part imaginaire et une part réelle. Donc on sépare les parties imaginaires et réelles, et ça donne ainsi 4 équations pour les 4 variables. Les équations pour ρ disent que ρ dot 1, donc ça c'est le résultat, est égal à moins ρ dot 2. En fait, on sait que la densité de charge est à peu près uniforme et constante dans le supraconducteur. Nous avions déjà parlé. C'est la densité de paire de Cooper qui est reliée à la densité d'électrons du matériau. Comme celui-ci reste globalement neutre, la densité de charge est à peu près constante. Mais en réalité, ceci nous dit comment varierait ρ1 et ρ2 si la valeur de ces grandeurs n'était pas compensée. Ici, ça va être compensé par un courant qui circule. Donc quand ρ1 augmente, c'est qu'un courant, il est rétabli à sa valeur normale parce qu'un courant va vers la pile et inversement. Et donc, on obtient un courant, après quelques calculs, qui est égal à 2 fois H bar, 2 fois K, 2K, la constante K ici, divisé par H bar, fois la racine carrée de ρ1, ρ2, fois sinus phi. Alors phi, c'est θ1 moins θ2. C'est la différence de phase de part et d'autre de la jonction. Comme
ρho1 et ρho2 sont à peu près constants et une caractéristique du matériau. Ils sont égaux environ à ρ0, la densité du matériau. Donc on peut remplacer ça par ρ0. On identifie ceci à I0. Et donc le courant c'est I0 fois sinus phi. On retrouve donc là la relation que Josephson avait établie. Si on regarde l'équation pour θ, c'est-à-dire pour phi, parce que c'est toute la différence qui intervient dans les équations, on obtient que la variation par rapport au temps de phi est égale à 2EV sur h bar. C'est-à-dire que phi égale phi 0, une constante arbitraire, la valeur de la phase en t égale 0, plus 2E sur h bar fois Vt, à supposer que V soit constant. Donc dans le cas d'un courant continu. Ça veut dire que si V est différent de 0, cette valeur-ci est différente de 0, varie au cours du temps, et cette valeur-ci intervient dans le sinus. Donc on a un courant qui oscille entre les deux valeurs maximales, I0 plus I0 et moins I0, qui oscille même très vite, parce que l'argument est très petit, donc ça oscille extrêmement vite, avec une moyenne de 0, plus éventuellement un petit courant d'électrons normaux, si la température est différente du zéro absolu. Et si V égale 0, alors on a une constante arbitraire qui dépend des conditions initiales, et donc on a un courant constant donné. C'est contraire à l'intuition et c'est contraire au comportement classique. Dans un comportement classique, avec un conducteur, vous reliez une pile, si la tension est nulle, vous n'avez pas de courant, si vous appliquez une certaine tension, vous avez du courant, qui dépend de la résistance du fil. Ici, c'est l'inverse. S'il y a une tension, le courant moyen est nul. Et s'il n'y a pas de tension, alors le courant passe et peut être quelconque. Ceci explique que dans un anneau supraconducteur, on puisse avoir aussi un courant qui tourne indéfiniment. On n'a pas besoin d'une tension à cause de la résistance nulle des supraconducteurs. C'est donc un comportement tout à fait étrange de ces jonctions supraconductrices, mises en évidence par Josephson. Si on applique un champ magnétique, on doit modifier légèrement les équations, et on trouve que la phase c'est égal à phi 0 plus le potentiel vecteur fois une certaine constante que je n'écris pas ici fois la position. Et par exemple, si on prend une jonction carrée, donc ici on a une jonction, une tranche carrée dans un conducteur carré, c'est plus facile pour les calculs, et qu'on prend un champ magnétique B0 perpendiculaire au conducteur, parallèle à la jonction, on obtient un courant I0, la valeur de I0, la valeur maximale du courant, qui oscille en fonction de la valeur de B0 appliquée. Si on la mesure en 10 moins, ici on a 10 moins 3 Tesla, là 2 fois 10 moins 3 Tesla, et ici on a 10 moins 4 ampères, pour une jonction en plomb, donc plomb de chaque côté et la jonction en oxyde de plomb, on obtient typiquement une courbe qui oscille comme ceci, en diminuant à chaque fois. Chaque fois, la bosse est un peu plus petite. Ça en fait donc un dispositif qui est très sensible au champ magnétique. Un autre dispositif qui est couramment utilisé, c'est une double jonction. Donc, on a le supraconducteur qui se sépare en deux branches avec deux jonctions isolantes.
Dans ce cas-là, le courant qui passe dépend des interférences quantiques dans cette boucle entre les différentes phases et on calcule facilement que cela dépend du flux magnétique qui passe dans le trou et donc du champ magnétique appliqué. Et on calcule et on mesure que le courant I0 qui est typique, par exemple, pour la jonction étain de l'étain de chaque côté et un oxyde d'étain entre les deux, varie typiquement de 0,2 x 10 4, moins 0,2 x 10 4 Tesla à 0,2 x 10 4 Tesla, et on obtient des oscillations comme ceci. Pour lors de 0,4 x 10 4 Tesla, le courant est quasiment nul. Et le courant oscille très vite, très vite, avec une différence ici entre deux pics de 16 x 10 exposant moins 7 Tesla. Donc 16 10 millionièmes de Tesla. Ce qui peut en faire un dispositif de mesure très précis du champ magnétique. On peut même aller jusqu'à, avec des dispositifs de ce type, jusqu'à 10 exposant moins 10 Tesla. Donc un dixième de milliardième de Tesla. Si on applique un courant alternatif, alors je ne vais pas vous faire la théorie, mais on calcule que le courant, en fonction de la tension appliquée, alors à nouveau pour une jonction étain, étain avec de l'oxyde d'étain, on obtient des marches. Donc le courant varie par quantum de l'ordre du dixième de milliampère et les largeurs ici des marches sont de l'ordre de 20 microvolts. Donc ça fait là un dispositif très précis de mesure de la tension électrique. Alors justement, quels sont les usages des jonctions Josephson? Les usages sont essentiellement en métrologie, donc tout ce qui est science de la mesure, et dans les laboratoires où on a besoin d'effectuer de telles mesures. Ainsi, le dispositif avec deux jonctions s'appelle un SQUID, qui est un acronyme en anglais. Il permet de mesurer les flux magnétiques jusqu'à 10 exposant moins 18 Weber, donc un milliardième de Weber, soit un dixième de milliardième de Tesla environ, pour une jonction de l'ordre d'un dixième de centimètre carré, petite jonction. Il existe des squids alternatifs, en courant alternatif, encore plus précis, qui vont jusqu'à 10 exposant moins 21 Weber, donc 1000 fois plus précis encore. Permettent donc de mesurer des flux magnétiques, non seulement avec une grande précision, mais des flux magnétiques extrêmement faibles. Et ils sont utilisés par exemple en magnétoencéphalographie. Donc on place sur le crâne un dispositif à squid, le dispositif est assez imposant parce qu'il y a tout le système de refroidissement pour les supraconducteurs, et ça permet de mesurer les champs magnétiques produits par les impulsions nerveuses dans le cerveau. C'est donc un peu un complément à l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie apportant d'autres mesures, d'autres informations sur le cerveau. Les marches très précises ici permettent de mesurer les tensions avec une grande précision. C'est toutefois limité par le rapport E sur H qui intervient partout dans les relations et qui est connu environ à 6 fois 10-6 près. Parce que les constantes, charge électrique et constantes de Planck ne sont pas mesurées avec une précision infinie. On peut aussi, à l'inverse, utiliser des piles étalons afin de mesurer le rapport E sur H. Actuellement, récemment, le Bureau international des poids et mesures a défini de nouveaux processus de mesure des étalons, ainsi avec la balance de Watt, qui permet d'obtenir une mesure très très précise de la constante de Planck. Et donc, ce dispositif permet par exemple de mesurer avec une grande précision les charges électriques. Ou si la charge étant connue par un moyen quelconque, comme la méthode du milligramme dont nous avions parlé, on peut alors avoir des mesures extrêmement précises
des tensions électriques. On peut mesurer ainsi jusqu'à des très faibles tensions, jusqu'à 10 exposant moins 15 volts, presque un milliardième de volts, ou un millionième de milliardième de volts. On peut mesurer des flux de micro-ondes extrêmement faibles, jusqu'à un dixième de milliardième de watts, et ceux d'une fréquence de micro-ondes allant de 5 à 1000 GHz. Donc on atteint là des précisions proprement diaboliques. Donc les fonctions Josephson sont extrêmement utiles et utilisées. On commence aussi de plus en plus à les utiliser comme mémoire d'ordinateur. Ces mémoires peuvent commuter en un dixième de milliardième de seconde, ce qui est rapide, et avec une consommation lors d'une commutation d'un milliardième de joule, ce qui est très faible. En général, les mémoires d'ordinateur sont très gourmandes en énergie, elles chauffent beaucoup, il faut les refroidir. On n'utilise pas ça dans des dispositifs classiques, dans des petits PC qu'on a chez soi, puisqu'il faut des dispositifs de refroidissement. Donc, c'est plutôt pour des grosses bécanes qu'on va utiliser ça, des grosses machines. De plus, la difficulté de refroidir les supraconducteurs limite ce genre de technologie. Et surtout, il est difficile de graver des circuits très fins, très petits, avec ce genre de circuiterie. Mais on fait des efforts actuellement, et en particulier parce que ce type de dispositif a retrouvé un gain d'intérêt, parce que c'est une des manières d'obtenir des dispositifs pour les calculateurs quantiques qui sont actuellement toujours en phase de laboratoire. On commence à avoir des applications commerciales. Le calcul quantique a un avenir très prometteur et les dispositifs de ce type pourraient jouer un rôle important. Alors voilà. Nous en avons fini ici avec les supraconducteurs. Et nous en avons même fini avec la matière, les atomes. Donc nous allons passer à un tout autre sujet. Nous allons passer à la mécanique quantique relativiste. Donc quand on prend en compte la relativité, que se passe-t-il? Je vous conseille d'ailleurs de regarder la série sur la relativité, au moins la partie sur la relativité restreinte à ce stade, c'est celle-là qui va intervenir. Et nous verrons comment on peut élaborer une mécanique quantique dans un cadre relativiste. Je vous remercie.